Salut et bienvenue dans cette petite série tutoriel consacrée aux bases de la modélisation 3D sous Blender. C'est une petite série de tutoriels qu'on fait avec Mémoire Vive en amont des ateliers qu'on va organiser cette année et qui ont pour but de vous aider à vous familiariser un petit peu avec le logiciel et avec les opérations de base afin qu'on puisse avancer le plus vite possible au moment des ateliers et essayer de produire quelque chose de concret. Donc ce premier épisode est consacré exclusivement à l'interface de Blender. Tout ce qui sortira de l'interface et que je peux faire en même temps n'est pas à retenir. Il y aura une série de 7 vidéos qui vont paraître, j'espère, très rapidement, et qui couvriront chacune un domaine spécifique de la modélisation à la production d'images avec Blender. Donc, en ouvrant le logiciel, on devrait avoir absolument la même chose, à une toute petite différence près, c'est cet onglet, cette petite icône qui est dans le coin inférieur gauche de mon écran, et où vont s'afficher pour vous les clics et les raccourcis clavier que je vais utiliser au fur et à mesure des tutoriels. Donc normalement, elles devraient être présentes à chaque fois. J'essaierai de maximiser l'emploi des menus pour que ce soit plus explicite, mais c'est possible que pour les raccourcis déjà cités et les outils qu'on réutilisera très fréquemment, et il y en a un certain nombre, je n'utilise que les raccourcis. Donc le raccourci clavier s'affichera à chaque fois ici. Alors, la première fenêtre, la fenêtre principale, et celle dans laquelle on va passer le plus de temps, et donc cette fenêtre-ci, au centre, le viewport, où vont s'afficher tous les modèles en 3D. Euh, Ici, on a, donc voilà, on a un cube, le cube de base qui apparaît à l'ouverture du logiciel. On a une espèce de lampe et une caméra. Voilà, si je suis dans le logiciel, c'est mieux. Euh, et donc, où apparaîtront toute une série d'objets qui vont voilà, des modèles aux lampes, voire des objets qui n'apparaîtront pas du tout au rendu et qui servent uniquement à contrôler d'autres objets. On y reviendra un petit peu plus tard. De part et d'autre de cette fenêtre, donc à droite et à gauche, on a deux barres de menu qui sont pour l'instant ouvertes, qui peuvent se fermer alors soit en cliquant et en repoussant jusqu'à la délimitation de la fenêtre le menu. On peut les récupérer en cliquant sur le petit plus qui se trouve là juste au-dessus de ma souris, ou avec les deux raccourcis T et N qui servent voilà, à les appeler l'une et l'autre. Ce sont deux raccourcis qui valent le coup d'être mémorisés tout de suite, dans la mesure où on va faire énormément appel à ces fenêtres, mais où, en particulier sur un ordinateur portable, ces deux barres de menu qui peuvent être assez intrusives et gêner le travail dans le viewport sur un petit écran. Donc, le mieux c'est de pouvoir les appeler le plus rapidement possible et de pouvoir les fermer une fois qu'on n'en a plus besoin. La, le panel de gauche est celui qu'on utilisera sans doute le plus. Il va regrouper sous plusieurs onglets qui sont figurés ici à gauche, des outils de modification et des outils de création d'objets. Donc dans Tools, évidemment, on va avoir tout ce qui est outils. Pour l'instant, on a accès à un panel très très limité, donc les translations, les rotations, les échelles, et la possibilité de faire un miroir, mais on y reviendra, et un certain nombre de duplications et d'options d'affichage dont on reparlera un petit peu plus tard. L'onglet Create va s'attacher uniquement à la création d'objets, donc qui sont classés par type. Les mèches, donc des maillages en français, qui sont les modèles, donc le cube en fait partie, on a des sphères, des cylindres, etc., des primitives de base. Des courbes, tout ce qui est lumière et lampe pour produire des images et des rendus. Et des objets annexes qui sont du texte ou des objets comme les empty qui sont des objets invisibles qui servent à en contrôler d'autres. Les caméras sont ici aussi. Et on ne va pas couvrir les onglets qui viennent en dessous, tout simplement parce que ça sort du cadre de ce qu'on va voir pendant cette série de tutoriels. L'animation, le moteur physique, l'animation 2D, etc., qui sont des choses qu'on ne va pas du tout étudier. Donc on va retenir uniquement ces deux-ci. Et à noter qu'en fonction du type d'objet sélectionné et en fonction du mode dans lequel on utilise ces objets, euh,
les options, les outils disponibles vont changer. Donc je vais fermer ces deux fenêtres pour l'instant, peut-être pas celle-ci. Celle-ci, on va faire un petit tour, simplement, on a tout en haut, sous l'onglet Transform, on va avoir la location, les rotations et les échelles de l'objet, ainsi que ses dimensions qui sont différentes de l'échelle, on y reviendra un petit peu plus tard dans la modélisation. Et toute une série d'options dont on servira finalement assez peu, à part View, qui est la longueur focale de la caméra dans le viewport. Donc par défaut, ce serait bien de la mettre à 50 mm, c'est la distance de vue humaine. Ça permet d'éviter d'avoir des déformations de perspective quand on travaille et de se figurer qu'on fait quelque chose de super bien alors qu'en fait on est en train de faire quelque chose de catastrophique qui part très loin dans la perspective, loin derrière. Le curseur 3D, c'est cette petite cible rouge que je déplace en cliquant avec le clic gauche de ma souris, dont on reparlera plus précisément dans le prochain épisode, mais qui a voilà, ses coordonnées ici. Si vous les cherchez, si vous n'arrivez pas à le remettre parfaitement au centre, vous pouvez utiliser ces 3 coordonnées. Display, on va le laisser de côté, et shading, c'est l'affichage donc des objets solides dans le viewport. L'option utile, ça peut être Matcap, qui permet en fait d'avoir accès à une série de matériaux préenregistrés, qui n'ont aucun impact sur un rendu éventuel, mais qui sont vraiment juste pour le confort visuel quand on travaille. C'est peut-être pas très visible sur un cube, mais si je fais une sphère par exemple, ça peut devenir utile d'avoir un petit contraste, ou d'avoir un peu de reflet pour percevoir la forme. Ça sert uniquement à ça. Et donc ensuite, background images qui va servir à placer dans le fond du viewport une image si on a besoin de calquer ce qu'on est en train de modéliser par-dessus, c'est assez utile. Et c'est bon, je détaille pas, ça ouvre un petit navigateur de fichiers dans lequel il faut aller chercher son image et ça apparaîtra en fond du viewport. Alors, on va fermer celui-là. En dessous, on a une barre de menu sur laquelle on reviendra plus en détail dans les autres épisodes, qui contient en fait beaucoup d'outils de modélisation. En dessous, on va avoir la timeline dont on ne se servira pas du tout pour le coup, qui sert uniquement en fait à l'animation. C'est une petite barre de temps découpée en images voilà, qui permet de jouer une animation qu'on aurait faite dans Blender. Sur la droite, on a deux menus, deux blocs de menus. Donc celui qui est en haut ici, qu'on appelle l'outliner, qui recense tous les objets présents dans la scène. Donc ici on retrouve notre caméra, notre cube et la lampe, qu'on peut sélectionner de cette façon-là, et qui permet aussi de voir la hiérarchie des objets. Il y a des systèmes de parenté qui permettent de faire interagir les objets entre eux, et ça apparaîtra ici, donc on a un petit signe plus à côté des objets qui voilà, qui afficheront tout ça. Et juste en dessous, donc un menu assez important et assez touffu, qui va contenir un certain nombre d'onglets spécifiques au type d'objet qu'on a sélectionné. Donc là, mon cube, mais si je sélectionne la lampe, on va avoir voilà, un certain nombre d'onglets qui sont spécifiques. Le premier concerne les rendus, la possibilité de produire une image. On y reviendra dans le tout dernier épisode, mais simplement pour faire rapide, dans le premier onglet, on va avoir les boutons pour lancer le rendu d'une image fixe ou d'une animation, les dimensions de l'image à produire, et la sortie de l'image, donc l'endroit où le fichier va s'enregistrer, ainsi que le type de fichier ou de fichier vidéo, le cas échéant. Ensuite, un système de calque qui est directement lié au premier onglet, qui permet de séparer un rendu, une image en calques différents, donc de produire plusieurs images pour une seule, des couches qu'on peut ensuite travailler indépendamment les unes des autres.
Le troisième onglet dont on va presque pas se servir, tout simplement pour changer dans Units le type d'unité qui par défaut utilise un système générique propre à Blender qui n'a pas de référent qu'on puisse connaître, donc on va le passer en métrique tout de suite. Et un petit onglet qui peut être utile, Color Management, qui sert à gérer très simplement l'exposition, le contraste et un certain nombre de paramètres de contraste préenregistrés pour un rendu. Voilà. Le quatrième onglet qui aura une autre tête une fois qu'on aura réglé le logiciel, pour l'instant on fait juste le tour, qui sert à régler ce qu'on appelle le monde, l'univers, qui est cette espèce de cadre gris uniforme dans lequel baignent tous les objets dans le viewport, et qu'on peut utiliser pour émettre de la lumière, ou porter une image, une texture, par exemple de ciel, si on veut faire une scène d'extérieur, et qui sera diffuse à 360 degrés. Cinquième onglet est celui où on va retrouver tout ce qui est coordonnées géographiques des objets dans l'espace, donc ici sous l'onglet Transform, localisation, rotation et échelle, et on va y retrouver aussi un accès au calque de la scène, cette fois-ci, et quelques options d'affichage dans Display pour afficher, je sais pas, les fils, les arêtes d'un objet. Voilà, quelques options de transparence également. Et c'est à peu près tout ce dont on va se servir. Je saute l'onglet suivant qui ne concerne que l'animation, les contraintes d'animation, pour passer directement à celui des modificateurs, qui cette fois-ci va nous intéresser beaucoup dans la mesure où ce sont des fonctions préenregistrées dans Blender. C'est un petit menu déroulant dans lequel on vient les sélectionner. Et qui portent des choses plus ou moins utiles, donc le miroir par exemple, ou la subdivision de surface qui servira à lisser un objet voilà, en subdivisant sa surface 2 fois à chaque fois et en interpolant l'angle entre chacun des points déjà existants. Voilà. D'où le fait que mon cube devienne progressivement une sphère. Onglet suivant, on va le sauter également. C'est plus propre à l'animation et à un certain nombre de choses qu'on ne verra pas dans les tutoriels ou dans les ateliers. Ensuite, on va avoir les matériaux, les shaders, qui sont l'espace dans lequel on va créer un type de surface pour produire une image. C'est-à-dire on va régler la façon dont une surface donnée pour un modèle va réagir à la lumière. Donc, ce qui nous permet de quitter ce gris un petit peu infâme qui habille les objets pour le moment, d'y accoler des images, de gérer tout ce qui est réflexion, transparence, diffraction, etc. Donc d'obtenir des matériaux qui évoquent quelque chose de physiquement réel. Et on va laisser tomber les 3 derniers onglets qui concernent des choses très spécifiques, des systèmes de particules, le moteur physique et un système de texture dont on se servira pas, qui est un petit peu plus particulier. Voilà, alors, maintenant qu'on a fait un petit peu le tour des menus, alors assez succinctement, mais au moins on a une petite idée de ce à quoi ça sert, on va commencer à régler le logiciel pour qu'il soit utilisable un petit peu plus confortablement et avoir les premières interactions avec les objets, comment les sélectionner, les supprimer, les combiner, les dupliquer, voilà, ce genre d'opération de base qu'on reprendra par la suite évidemment, mais qu'on va pouvoir aborder maintenant. Donc la première chose qu'on avait faite, je vais rouvrir le petit panneau qui était à droite, donc soit avec N, soit avec le petit plus qui se trouve ici. Par habitude, moi je garde un matcap activé, donc là peut-être le blanc bleuté qui sera plus visible, tout simplement parce que visuellement ça me convient mieux, mais vous chercherez votre bonheur. Et on va s'assurer donc que dans View, la longueur focale est bien à 50 mm. Voilà.
Comme ce que je disais tout à l'heure, c'est la distance de vue humaine, et ça nous permet de ne pas nous tromper quand on modélise en ayant l'impression que quelque chose est plus large, plus étroit qu'il ne l'est réellement à cause de la perspective. On va supprimer l'intégralité des objets qui sont dans le viewport, dont on ne va pas du tout avoir besoin pour l'instant. Donc avec la touche A, je peux tout sélectionner et tout désélectionner dans ma scène. C'est valable en mode objet, comme ce sera valable en mode édition, le mode dans lequel on va modifier et travailler sur les formes de façon un petit peu plus avancée. Donc, tout sélectionner avec A, et avec la touche X, je vais venir les supprimer. Donc c'est un petit menu, pop-up qui apparaît, sur lequel il me suffit ensuite de cliquer. Si je sors ma souris, il disparaît. Voilà, donc il suffit juste de cliquer ici. L'interface de Blender aussi est composée donc de fenêtres qui ne sont pas indépendantes comme dans certains logiciels, c'est-à-dire que j'ai pas de petites barres et de fenêtres que je peux déplacer un peu partout, c'est des blocs qui sont collés les uns aux autres, comme ça, et qui sont modulables. Donc dans les angles, on a ces espèces de petits chevrons qu'on retrouve aux angles supérieur droit et inférieur gauche, qui permettent en fait de subdiviser encore une fenêtre, donc en cliquant, en restant cliqué, et en poussant à gauche ici, mais c'est possible aussi de le faire vers le bas, comme ça par exemple, et qui permet donc d'avoir plusieurs vues, par exemple, d'un même objet, devant, dessus, en perspective, en même temps. L'opération inverse sert à l'air fermé, donc je clique, je reste cliqué, clic gauche, et je remonte vers la fenêtre où je veux rétracter. Donc, à savoir qu'on ne peut pas rétracter une fenêtre sur un ensemble de deux, il faut le faire dans l'ordre. Voilà, comme ça, hop, il y a une petite flèche qui indique le sens dans lequel on rétracte. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rétracter, hop, ici, cette fenêtre, le viewport, sur la timeline dont on ne va pas se servir du tout. On va garder ça comme ça, on est à 50 mm pour la vue, on a fermé les deux panneaux latéraux, on a juste besoin de ce panneau-ci qu'on ne peut pas fermer. De l'outliner, voilà, on peut réduire si on a besoin un petit peu plus d'espace. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder cette configuration en appuyant sur CTRL U, et je vais taper sur Entrée, voilà, pour sauvegarder ça comme fichier de démarrage habituel. Et dernière petite modification qu'on va faire pour l'instant, là, tout en haut, il y a marqué Blender Render, c'est le moteur de rendu. Celui-ci est daté, et on ne l'utilisera pas du tout pour produire des images, et on va passer sur celui qui s'appelle Cycles. Donc qui change, ici, ça c'est un petit peu modifié, qui change un certain nombre de choses dans les menus, mais on y reviendra après. Par exemple, cette fenêtre World, qui avait un grand panneau gris tout à l'heure, qui n'en a plus. Voilà. Le rôle est le même, mais l'affichage est un petit peu différent. Et hop, donc CTRL U, et on sauvegarde. A noter que le thème gris de Blender peut être changé. Donc dans File, User Preferences, on va avoir accès au thème, ici, avec un certain nombre de thèmes préenregistrés. Donc voilà, si vous voulez faire un truc un petit peu à votre sauce, tous ne sont pas très réussis, mais bon, ils ont au moins le mérite d'exister. Et que vous ne soyez pas surpris, puisque j'en utilise un qui est un petit peu différent en termes de couleur, mais en dehors de ça, le logiciel est absolument le même.